Bonjour à tous les kikis, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc voici le TPC B5 être à l'heure pour se situer. C'est un TP sur la relativité restreinte, un TP Lattice Pro, un TP court. On s'arrêtera juste là-dessus, il n'y aura pas de cours, hein, tout le cours est contenu dans ce TP. C'est vrai qu'il est un peu déroutant ce TP parce qu'on fait appel à la physique relativement récente qui a une centaine d'années. Donc déjà en préambule, donc ici, la chose à savoir, c'est le postulat d'Albert Einstein pour la vitesse de la lumière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse, la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels galiléens, c'est-à-dire c est égal à 299, 792, 458 mètres par seconde. Voilà, donc il n'y a rien qui va plus vite que la lumière dans le vide, et on va considérer que la vitesse dans l'air est la même que celle dans le vide. Donc je vous invite à regarder cette vidéo qui débroussaille un petit peu le terrain. Deux définitions. On a ce qu'on appelle le temps propre, delta 0, qui est la durée d'un événement, de quelque chose qui se passe. Dans un référentiel galiléen, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est dans le référentiel qui est fixe. Évidemment, on va avoir deux référentiels, un qui bouge, comme vous avez vu pour la navette, elle bouge autour de la Terre par exemple, et un autre qui est fixe, le référentiel qui est dans la navette, qui lui est fixe. Le temps mesuré, c'est le delta t', c'est l'autre temps, c'est la durée qui sépare deux événements mesurés par une horloge fixe dans un référentiel en mouvement. C'est celui qui est dans la navette, d'accord? Et on va trouver une relation qui existe entre delta t0 et delta', qu'on verra un peu plus tard en bas, où delta' est égal à gamma fois delta 0. Donc la relativité du temps, je vous laisse lire. La durée d'un événement est-elle toujours la même pour tous les observateurs? Donc rebelote, la même vidéo, si jamais vous n'avez pas compris. Donc on va faire une petite démonstration. Elle n'est pas si compliquée que ça. Donc je vais basculer sur un document que je vous ai mis dans Moodle, TS Corona, où il y a la correction en page 1, page 2, ainsi que le fichier lattice qui est corrigé. Alors, on envisage l'expérience de pensée suivante. Je vous rappelle qu'un physicien au départ ou un chimiste, contrairement aux idées reçues, ne font pas des expériences et font ensuite une théorie. Bien au contraire, c'est l'inverse. D'abord, on théorise la chose et ensuite on essaie de mettre au point une expérience qui va valider ou invalider notre expérience. Donc, on imagine un véhicule non identifié qui avance à une vitesse v. Faut bien comprendre que la vitesse v, c'est la vitesse du véhicule par rapport au sol. Dans ce véhicule, un expérimentateur mobile, donc ici, a placé une source de lumière qui est là, et à sa verticale, un miroir. La distance entre les deux est la distance h. Donc on conçoit forcément que la lumière va faire un aller puis un retour. Le tout est dans la navette spatiale et se propulse à la vitesse v, alors que la lumière, elle se propage à la vitesse c. Donc, on suppose que la lumière dans l'air comme dans le vide se propage avec la célérité constante. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. On vous demande d'exprimer la durée delta t0 de ce parcours. C, c'est une vitesse, donc c'est une distance parcourue par un certain temps. Donc on peut très bien imaginer que la lumière parcourant la distance d est égale à 2h, ici. Donc la célérité c sera égale à 2h sur delta t0 et on voit très bien que delta t0 sera égal à 2h sur c. Cette question, je pense que vous devriez tous l'avoir résolue. Celle-ci, elle n'était pas très difficile. Bien, je passe à la suite. Maintenant, on va considérer un autre observateur qu'on appelle fixe et qui lui est placé au sol. Il observe l'expérience réalisée par mobile et mesure sa durée.
il obtient donc une valeur notée delta prime. Hein. Delta t prime, c'est le temps mesuré quand l'observateur observe mobile en train de se déplacer. Que va voir cet observateur? Eh bien, il va bien voir que la source à un moment t 0 est placée ici, à un moment t prime, petit t ou t prime, est placée ici. Donc cette source aura parcouru cette distance-là, de là à là, et le trajet de la lumière aura fait ceci. On voit bien que ce trajet est bien plus long que le trajet ici. C'est pour ça qu'on va avoir une différence entre delta t prime et delta t. Donc, c'est en admettant que le postulat d'Einstein, c'est quoi? Que la vitesse, c'est une constante. Si la vitesse est une constante, et que forcément, la distance n'est pas la même, forcément, les delta t seront différents. D'accord? C'est pour ça que, pourquoi ce résultat implique que la durée du parcours mesurée par fixe est supérieure à celle mesurée par mobile. Forcément, la durée du parcours mesurée par fixe sera supérieure car la distance mesurée par fixe est supérieure à la distance mesurée par celle de mobile. On peut aller voir ça sur le corrigé ici. Donc, voilà, d'après le postulat d'Einstein, c'est égal à une constante. Or, fixe verra son expérience plus longue que mobile, car la lumière parcourt une distance d', hein, d' étant égal à d1 plus d2, supérieur à d1. On imagine bien, hein, il s'agit ici chaque fois de l'hypoténuse, de deux hypoténuses au lieu de deux côtés verticaux. Voilà, hein, pour mobile et ça c'est pour fixe. Donc on voit que D pour mobile est inférieur à D'. Ça prouve bien que delta T' sera plus grand que delta T0 pour mobile. Voilà. Question numéro 3. On note maintenant D', la distance que la lumière a parcourue vue par fixe, qui est au sol, hein, je rappelle, exprimer D' au carré, qui est ici, en fonction de h, la hauteur, v, la vitesse de déplacement de ce mobile, et delta T', le temps que met le signal à parcourir ce trajet. Puis en fonction de C, V0, delta 0 et delta T'. Voyons ça. Là, c'est vrai que ça devient un tout petit peu plus compliqué. Alors, on imagine bien que la distance parcourue ici, la distance, je l'ai appelée x, hein, va être égale à v fois delta t', sachant que delta t' c'est x sur v. V étant la vitesse de déplacement de notre mobile. D'accord? Donc la lumière a parcouru x est égal à v fois delta', car v est égal à x sur delta'. Donc ensuite, si on applique Pythagore dans ce triangle, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, D' sur 2, hein, je rappelle que D' c'est D1 plus D2, donc D' sur 2, c'est-à-dire cette grandeur-là, au carré, va être égal à cette valeur-là, c'est-à-dire x divisé par 2, c'est-à-dire v fois delta', va delta t' divisé par 2 au carré, plus h au carré. Hein, je vous laisse un petit peu digérer ça. C'est juste un petit truc de Pythagore, hein, ce qui n'est pas très compliqué. J'enlève les parenthèses, ce qui me donne D' au carré sur 4 égale h carré plus v carré delta t' carré sur 4. Je passe le 4 de l'autre côté, ce qui me donne du D' carré est égal à 4h carré plus v carré fois delta' au carré fois 4 divisé par 4, le dénominateur, il fait froid chez moi au grenier là, est supprimé. Or, on sait que 4h carré est égal à c carré fois delta t0 au carré. D'où ça vient? Ça vient de ceci. On voit que delta t0 est égal à 2h sur c. Si je mets le tout au carré, c au carré fois delta t0 au carré est égal à 4, qui est égal à 2 fois 2 au carré, enfin 2 fois 2, hein, 2 au carré, 4h carré. On obtient donc cette relation que 4h carré est égal à c carré fois delta t0 au carré.
Qu'est-ce que j'en fais pour qu'est-ce que j'obtiens donc cette formule là. Le 4h carré, je vais le remplacer par ceci et j'obtiens bien d' au carré qui va être égal à c carré fois delta t0 au carré plus v2 fois delta prime au carré. Donc j'ai bien l'expression de d' en fonction de c, delta t0, v et delta t prime, ce qui correspond à cette question. Voilà. Maintenant, on va se débrouiller pour obtenir cette formule-là, qui va être, entre guillemets, celle pas à retenir parce qu'en général, on va vous la donner. J'ai jamais vu un sujet où vous demandez de la démontrer. Mais bon, moi j'aime bien, donc vous me connaissez un petit peu, savoir d'où ça vient, parce que si je ne sais pas d'où ça vient, je comprends rien. Voilà, donc on va répondre à la question 4. La question 4, voilà. Alors, la question 4, voilà, on sait que d', donc d', je rappelle, c'est cette distance-là. On sait que d', eh ben, c'est quoi d'? D', c'est diviser, que je le divise par delta prime, par delta t', sera égal à la vitesse de la lumière. Donc, on a bien que d' est égal à c fois delta t'. Car d', c'est la distance parcourue par la lumière. Bah oui, c'est écrit en plus. Je vais faire juste un petit moins là. Voilà. Ah oui, maintenant ça a été mal scanné. Par la lumière, vue par fixe. Donc, dans ma relation de tout à l'heure, je vérifie bien que c'était ça de tout à l'heure. Voyons voir, c'est delta TV1. Ok. Dans ma relation de tout à l'heure, j'ai remplacé d' au carré par c fois delta t', ce qui me donne c carré fois delta t' au carré, qui est égal à c carré fois delta t0 au carré plus v carré delta t' au carré. Évidemment, je vais vite car je sais que vous pouvez faire des pauses et revenir en arrière. Donc ensuite, l'idée, c'est de mettre tous les membres avec delta t' au carré d'un même côté. C'est ce que je fais ici en passant ce membre-là de l'autre côté. Si bien qu'on a c carré fois delta t' au carré moins v carré delta t' au carré qui est égal à ceci. Ensuite, ça me donne, je factorise les delta t', ce qui me donne ça. Et je vais tout diviser par c carré. Donc si je divise ici par c carré, il va rester 1. Et ici, j'aurai v carré sur c carré. Et ensuite, donc c'est-à-dire que ce c carré là, je le bascule de ce côté. Et on obtient bien delta t0 au carré, parce qu'il se reste tout seul, qui va être égal à delta t' au carré, facteur de 1 moins v carré sur c carré. Soit j'isole maintenant delta t', c'est-à-dire que tout ce terme-là, je le mets au dénominateur ici, ce qui me donne ici ce résultat-là. J'enlève les carrés en passant à la racine et j'obtiens bien la relation qui est dans le cours. Delta t' est égal à delta t sur racine carrée de 1 moins v carré sur c carré. Voilà, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Alors, en général, là, c'est coupé. On posera gamma est égal à 1 sur racine carrée de 1 moins v carré sur c carré, ce qui nous simplifie l'expression en écrivant delta t' est égal à gamma fois delta t 0. Voilà. Pour répondre à la question numéro 5, voyons voir. Question numéro 5. Cette relation bouleverse la notion du temps. En particulier, elle suggère que l'un des deux observateurs a plus vieilli que l'autre. Et lequel et pourquoi? C'est le fameux paradoxe des jumeaux. Pour ceux qui sont un petit peu intéressés, vous regardez bien, vous voyez que pour l'un, le temps va passer plus vite que pour l'autre. Celui qui voyage, le temps n'est pas une constante. C'est vrai que c'est un petit peu... c'est un petit peu particulier, mais déjà quelque part, moi j'en parlerai en remarque après, on est à l'aube de la 4e dimension en fait. Alors pour répondre à cette question, forcément si c est la vitesse maximum qu'on puisse avoir, d'après le postulat
d'Einstein, la vitesse v ici sera inférieure à c. Donc forcément ce rapport-là, v carré sur c sera inférieur à 1, puisque v est inférieur à c. Donc si c'est inférieur à 1, ici cette racine carrée sera forcément inférieure à 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que 1 sur quelque chose d'inférieur à 1, ça va nous donner quelque chose de supérieur à 1. Ah oui, 1 divisé par 0,5, par exemple, ça fait 2. Imaginons que ça fasse 0,5, ben delta t 1 sur 0,5, 1 sur 0,5, ça fera 2. Ça veut dire que delta t' sera égal à 2 fois delta t0. Ça veut dire que le temps delta t', eh ben, il sera 2 fois plus long que delta t0. Ça veut dire que quand Mobile aura parcouru, admettons, 1 an, delta t', lui, il aura parcouru, ben, il aura vécu 2 ans. Vous voyez que pour le même événement, ben, le temps n'est pas le même. Hein, c'est ce qui est dit. Donc, l'événement a duré plus longtemps pour fixe que mobile. On appellera donc delta t0, c'est ce qu'il faut retenir, la durée propre. Or, question 6, jusqu'à présent, pour vous, pour nous, pour tout le monde, pour le commun des mortels, eh ben, pour la durée pour un événement, eh ben, c'est toujours la même chose. Eh ben non. Hein, c'est bon, Newton, il n'avait pas les outils qu'on a à l'heure actuelle. Vous avez eu l'expérience qui a vérifié les dires d'Einstein. Hein, on a mis 2 horloges dans un avion, 2 horloges atomiques dans un avion, et on a vu une différence delta, un petit delta de quelques nanosecondes, certes, mais c'était dû à la vitesse de l'avion qui n'était pas très élevée. Hein. On pourrait refaire la même expérience déjà avec un supersonique, mais bon, on va voir dans la suite du TP que ça n'a pas vraiment encore d'influence. Mais bon, pour Newton, delta t0 devrait être égal à delta t', ce qui n'est pas le cas parce que Newton, lui, pensait que le temps s'écoule uniformément, chose que a remis en cause, cette théorie de la relativité restreinte. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu difficile, je le conçois. Bien. Ensuite, partie 2 du TP. Donc la partie 2 du TP, faut-il oublier la physique newtonienne? Donc là, on a le fameux facteur gamma qui est égal à 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Je vous donne quelques vitesses, 300, 900, 8000. Bah oui, c'est 18 000 ici, il manquait un 1, hein. Je suis désolé, je vais le rajouter. 18 000 km/h par rapport au centre de la Terre, admettons. À Apollo 11, 40 000 km, et le fameux proton, un proton accéléré dans l'accélérateur de particules de Genève, qui a une vitesse de 1 milliard, etc., 79 252 838 km/h par rapport au centre de la Terre. Donc, exploiter les valeurs obtenues parmi les situations évoquées, celles qui appartiennent au champ de validité de la physique de Newton et celles qui ne sont correctement interprétées que par la physique d'Einstein. Donc l'idée c'était d'utiliser lattice et de tracer gamma en fonction de V. Donc je vous ai fait une petite vidéo ici, l'explication, hein, pour tracer la courbe. J'espère quand même que vous êtes arrivés. Il suffisait de suivre ce qu'il y avait à la vidéo pour tracer, basculer. Et ensuite, on va pouvoir répondre aux 3 questions qui sont: pour quelle valeur de V la correction relativiste modifie-t-elle de 1% le résultat de la prévision? Expliquer en quoi ce graphique permet de comprendre que dans de très nombreuses situations, la mécanique de Newton reste pertinente. Ça, on va y répondre. Et d'après vos connaissances ou à l'aide d'une recherche documentaire, citer quelques applications dans la recherche scientifique ou dans la vie quotidienne où la correction relativiste est indispensable pour interpréter correctement les observations. Alors, on y va. Pour ça, je vais ouvrir la lattice qui devrait être ouverte ici. Voilà.
Donc, les réponses aux questions sont sur les fichiers. Notre courbe, elle est ici. Alors, pour répondre à la 9e question, à partir de quelle vitesse peut-on considérer que la correction relativiste est supérieure de 1% ou 10%, je ne me rappelle plus, de 1%. 1%. Donc 1%, c'est 0,01 que je rajoute à 1, ça me fait du 1,01. Pour ça, j'utilise donc Pour ça, j'utilise le réticule que je vais lier à la courbe, la courbe gamma. Vous voyez qu'il reste ce réticule bien sur la courbe. Et je vais aller lire ici, en fait, la valeur de gamma qui va être égale à 1,01. Le pourcent, là j'ai 1,03. Attendez voir. 1,01, 1,009, 0,4, 0,3. La valeur de 1,1. Donc voilà, effectivement, là on lit 1,014. Si je reviens là, j'ai 1,006. Vous voyez, mais entre les deux, je n'ai pas de valeur, donc c'est dû à mes points qu'on a mis dans le tableau. J'aurais dû rajouter beaucoup plus de points, mais c'est déjà pas mal. Donc on peut imaginer là à peu près qu'on est à voilà entre 40 et en fait entre 41 et voilà. Je passe à 22 et 56. Voilà, si je tape entre les deux, je suis à peu près à 40 fois 40 millions de mètres par seconde, 40 millions de mégamètres par seconde pour avoir une correction relativiste de 1%, ce qui n'est rien. Ça veut dire que dans tous les phénomènes qu'on connaît, enfin, la grosse partie des phénomènes physiques qui se passent sur la Terre, on n'est jamais à ces vitesses-là. Sauf évidemment dans les accélérateurs de particules, par exemple, et dans l'utilisation du GPS. Pourquoi GPS? Parce qu'on a un signal électromagnétique qui se déplace. Et là, c'est un petit peu différent. Pour ça, je vous invite à faire un exercice, l'activité qu'il y a dans votre livre manuel Hachette. Pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas obligatoire, mais c'est assez intéressant sur le fonctionnement d'un GPS. Et on remarque que s'il n'y avait pas la correction relativiste ce fameux facteur gamma, on aurait quand même des erreurs de l'ordre de 40 à 50 mètres au niveau du GPS, qui est quand même quelque chose d'important. Voilà. Donc, c'est que pour des vitesses très très élevées. Donc évidemment, cette courbe montrait à l'infini si on était à la vitesse de la lumière. C'est pour ça que je me suis arrêté au 591e point, car au 592e, on passait à l'infini. Donc il n'y a que à partir de là, vraiment dans des vitesses très grandes, que la correction relativiste a son importance. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire pour la correction de ce TP. J'espère qu'il est plus clair maintenant pour la plupart d'entre vous. Évidemment, les 3 documents, les 2 pages de correction et le fichier Lattice avec ces corrections-là sont sur Moodle. Alors pour conclure, qu'est-ce que je voulais dire? Que dans la 4e dimension, on y est presque. On exprime bien une nouvelle unité de distance comme l'année-lumière. Vous imaginez un petit peu, c'est une unité de distance. L'année-lumière est une unité de distance qu'on exprime avec une unité de temps. Donc on commence à sentir ça un petit peu. C'est comme l'homme Lucie, l'homme de Cro-Magnon au départ, les 3 dimensions. Elle y comprenait que dalle. Donc elle voyait ça en 2 dimensions, où c'était plat, où c'était comme ça. Mais dans les 3 dimensions, elle avait du mal à comprendre. Elle avait déjà cette notion, évidemment, pour aller chasser. Mais c'est que petit à petit que la 3e dimension est venue correctement dans nos esprits. Là, on est à peu près au même âge que Lucie pour la casquette de la 4e dimension.
Imaginez un petit peu, c'est ça qui est juste génial, quoi. Que si on se déplaçait à la vitesse de la lumière, si mon horloge, je pars d'ici à midi et je vais sur une planète super loin, on va dire à une année-lumière, et je me déplace à la vitesse de l'année-lumière. À la vitesse de la lumière. Ça veut dire que quand je vais arriver sur ma planète, l'image de mon horloge va arriver en même temps, l'image que l'horloge renvoie, hein, donc un message lumineux, va arriver en même temps que moi sur cette planète. Si je pars à midi, qu'est-ce que je vais lire comme horaire sur ma planète? Je vais lire midi. Maintenant, imaginez un petit peu le phénomène où moi je me déplace plus vite que la lumière. On va dire 2 fois plus vite. Je pars, j'arrive sur ma planète, mais l'image de mon horloge, elle n'est que là. Qu'est-ce que je vais lire comme image d'horloge là-haut? L'image de l'horloge qui a été envoyée avant. Qu'est-ce que je viens d'inventer? La science-fiction, ça c'est génial, la machine à remonter le temps. Enfin voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Donc maintenant, on va, dans une prochaine vidéo, je vais expliquer l'exercice que nous avions à faire du bac Asie 2013. Puis encore une autre vidéo qui sera la suite et la fin de la physique de nos jours. Voilà ce nouveau concept de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bien les kikis. À bientôt. Ciao, ciao.